and welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur EDJ FM. Il est 18h15, bienvenue pour ce 9e épisode d'Azurément Sport. À mes côtés ce soir, les Master 1 feront leur première en direct. Et pour le programme, nouvelle défaite de rang pour l'OGC Nice, même sanction pour Monaco. Tableau mitigé en rugby avec une victoire pour le Nice à rugby et une défaite pour le RCT. En invité ce soir, rencontre avec Marie Barbieux, capitaine de l'équipe de water-polo de l'Olympique Natation de Nice. En basket, les hommes du Rocher enchaînent et battent des records. Et du côté du Nice Volley, enfin une victoire à domicile. Puis coup d'œil dans le rétro sur la saison de Charles Leclerc après une année animée. Et on refait le week-end avec vous, Anthony Marquez. En National 2, le RC Grasse concède un nul face à Andrézieux, 2 partout. Longtemps menés, les hommes de Roland Vieira récupèrent le ballon dans la surface, puis mésentente dans la défense et c'est finalement Gori qui récupère le cuir et trouve les chemins défilés. À la 82e, Koné manque une grosse occasion, le score restera de 2-2. Les Grassois s'enlisent dans la zone dangereuse, 14e au classement, il faudra trouver la solution face au FC Istres. De son côté, la Escan a raté le coche, réduit à 11 contre 10 dès la 15e minute de jeu. Le score du match est resté vierge pendant 90 minutes. Les Dragons devront faire mieux face à Nîmes samedi 13 décembre. En Pro B, les Sharks sont crus à la victoire face à Caen, mais dans les 3 dernières minutes, les Normands ont renversé la situation. À 10 minutes de la fin, le score était de 62-64 en faveur des Antibois. Ils s'inclinent finalement 94-89. Les hommes de J.D. Jackson devront rebondir face à Chalon à l'Azur Arena vendredi 12 décembre. Les Aigles de Nice continuent sur leur bonne dynamique. Victoire face aux Rapaces de Gap. L'adversaire n'a eu aucune chance face à une équipe de Nice plus qu'agressive. Il s'impose 6-3. Une semaine de trêve s'impose, puis retour à domicile face au leader Angers, vendredi 19 décembre. La marche était trop haute pour le TC Nice Jordan ce dimanche face à Longwy. Le club niçois, très suivi depuis l'arrivée d'Alizé Cornet, fraîchement nommé capitaine de l'équipe de France de BJK Cup, disputé ce 7 décembre, un choc décisif pour la montée. Cornet a bien lancé les hostilités en remportant son simple contre Tiffany Lemaître, mais ses équipières n'ont pas suivi. 3 défaites supplémentaires en simple, puis un échec lors des doubles ont scellé le sort de la rencontre. Longwy s'impose 5-1 et valide sa montée en Pro A. Dimanche, le skatepark de Cannes a accueilli la Coupe de France de trottinette freestyle. Près de 80 riders se sont affrontés dans un concours de saut, de figure et de vitesse. La plus jeune participante avait 8 ans, impressionnante de maîtrise. Chez les pros, victoire de Luna Ouyous Ferreira et chez les hommes, c'est Timon Farabog qui s'impose. Direction l'actualité du ballon rond désormais. Oh, le but sublime de Marnès à Cliouche, quelle inspiration de génie, et on en parle tout de suite dans Azurément Golf. L'OGC continue sa descente aux enfers une semaine après la défaite 3-1 face à Lorient. Les Niçois recevaient le SCO d'Angers ce dimanche à l'Alliance Riviera dans un climat plus que tendu. Ulysse Vincelot. Dure semaine pour les Aiglons. Au lendemain des incidents violents entre les ultras et les joueurs du club, l'ambiance était mouvementée pour les joueurs de Francaise. 6 matchs au mois de novembre, 6 défaites. La réception d'Angers 12e au coup d'envoi pouvait faire office de déclic pour relancer des Aiglons en perdition. Le match est important, pourtant en tribune la fracture est bien réelle. La Populaire Sud boycotte le match en guise de protestation. Les joueurs, eux, arborent des maillots floqués Tereb Mofi et Jérémy Boga en soutien face aux violences subies la semaine passée. Et alors Ulysse, qu'ont fait les joueurs sur le terrain ? Eh bien, ça n'a pas été la fête non plus. Avec seulement quelques milliers de supporters présents, on entendait les mouches voler à l'Alliance Riviera, de quoi rappeler l'époque Covid. Et sur le terrain, les Niçois sont vite dans le dur. Dès la première minute, Angers se procure une énorme occasion. Les Aiglons sont brouillons, ils peinent à créer du jeu et perdent énormément de ballons sur des erreurs techniques. À la 33e minute, la perte de balle de Djoumaba est fatale. Les Angevins combinent et ouvrent le score. Le gym est déjà mené 1-0. Une première mi-temps très terne pour le capitaine Melvin Barr et ses coéquipiers qui rentrent au vestiaire sous les huées des quelques supporters présents. Et en deuxième mi-temps, l'OGC ne va pas arranger son cas avec le carton rouge de Tom Loucher. En seconde période, Francaise procède d'entrée à une réorganisation tactique. Sortie du défenseur fautif Djoumaba, entrée de l'attaquant Bernard Nguéné. Un changement offensif qui n'améliore pas le visage de l'OGC, dominé d'entrée de seconde période. À la 53e, Tom Loucher va vriller. Le jeune milieu niçois est coupable d'une vilaine semelle sur Jacques Écomier. Carton rouge direct. Le gym plombe encore plus son match et voit l'espoir de revenir au score s'amoindrir au fil des minutes. Il faut attendre la fin pour voir l'espoir renaître. À 10 contre 11, les Niçois se montrent plus pressants. À 10 minutes du terme, Tanguy Ndombele lance Isaac Jansson. L'attaquant suédois perd son face-à-face avec Hervé Kofi. 2 minutes plus tard, rebelote. Cette fois, c'est Tanguy Ndombele qui voit sa frappe détournée en corner par le portier angevin. Score final 1-0 pour Angers. L'OGC voit sa terrible série de défaites s'étendre. L'hémorragie est réelle et la fracture entre l'institution, les joueurs et les supporters se creuse.
Un match décevant, des sifflets tout au long de la rencontre, des supporters qui quittent le stade avant la fin. La crise est bel et bien installée à Nice. Prochaine rencontre jeudi 11 décembre en Europa League face à Braga. Pour l'AS Monaco, défaite 1-0 vendredi soir à Francis Leblay pour l'ouverture de la 15e journée de Ligue 1 face au Stade Bressois. Les joueurs de l'ASM devaient confirmer le bon résultat de la semaine passée contre le PSG, mais tout ne s'est pas passé comme prévu et Monaco a clairement déçu. Anselme Lemarie. Tout à fait Lisa, privé de Zakaria et Kerrer suspendu, l'ASM a coulé. Les joueurs de Pocognoli ont été étouffés dès l'entame de match, les Monégasques sont aidés par les imprécisions des Pirates, Radekis sauve les siens après une perte de balle de Salissou à la 20e minute. Une défense monégasque à la rue permet aux joueurs d'Éric Roy de prendre l'avantage. Sur une longue touche, la mauvaise lecture de balle de Salissou et Koulibaly permet à Ajorc de trouver un angle de frappe. Radekis s'interpose, mais Doumbia suit bien l'action et place une tête puissante, trompant le portier finlandais. 1-0 pour le Stade brestois à la demi-heure de jeu. Réaction de la part des joueurs, quelques bonnes inspirations, mais de l'imprécision dans le dernier geste. Minamino et Biarret n'arrivent pas à trouver le cadre et le Tsar Golovin manque de puissance face à Couder. À la pause, Monaco est mené 1-0 et se dirige tout droit vers un match piège. Et même avec un joueur de plus, l'ASM n'a pas réussi à revenir au score. En effet, Monaco subit au retour des vestiaires, mais un tacle appuyé d'Ajorc sur Camara laisse 30 minutes de supériorité numérique aux Monégasques pour recoller au score. Les 5 changements de Pocognoli, dont l'entrée de Paul Pogba, n'ont rien changé. Monaco est même tout proche du chaos sans le retour de Thésée dans les pieds de Baldé. Sans inspiration, sans volonté offensive, Monaco subit sa 6e défaite de la saison. Un résultat qui a une répercussion directe au classement pour l'AS Monaco. À cause de cette déroute, l'ASM est distancé du quatuor de tête. Le club de la Principauté est à 6 points de la 4e place, synonyme de qualification en Ligue des Champions. L'objectif premier des Monégasques s'éloigne, mais la saison est encore longue. On connaît bien l'énergie de Monaco au printemps. Concernant les futures échéances, en Ligue des Champions, Monaco attend Galatasaray ce soir pour la dernière de l'année à Louis II. Un match capital pour accrocher un ticket pour les barrages et poursuivre l'aventure en Coupe d'Europe. Et pour ce qui est du championnat, 2 déplacements difficiles à Marseille et à Auxerre sont à prévoir. On parle du ballon ovale désormais. Action. Virez. Joue. Sous une pluie typiquement écossaise, Toulon a manqué son entrée en Champions Cup ce dimanche. Le RCT, pourtant bien parti dans la rencontre, s'incline 33-20 sur la pelouse d'Édimbourg. Les hommes de Pierre Mignoni repartent sans le moindre point, laissant même le bonus offensif aux Écossais, Mathéo Jeune. Toulon démarre ce match de la meilleure des manières. En 6 minutes à peine, les Rouges et Noirs frappent fort. Melvin Jaminet ouvre le score avec un drop avant de transformer un essai signé Ben White. 10-0 pour le RCT et une entame idéale dans cette Champions Cup. Mais Édimbourg ne tarde pas à réagir. Les Écossais s'appuient sur leur puissance et profitent des fautes toulonnaises. En marquant une pénalité signée Scott, puis un essai transformé de Schumann. Au quart d'heure de jeu, tout est déjà à refaire, 10 partout. Porté par son duo White et Jaminet, le RCT repasse devant à la 21e minute grâce à un doublé de son demi de mêlée. Mais les Écossais ne lâchent rien. Après une touche dans les 10 derniers mètres varois et un décalage sur l'aile droite, Velacote inscrit le 2e essai d'Édimbourg. Scott manque la transformation, Toulon reste devant d'un petit point. 4 minutes plus tard, l'ouvreur écossais se rachète avec une pénalité. À la mi-temps, Toulon est mené 18-17 après un début de match très convaincant. Toujours à flot en première mi-temps, les Toulonnais ont pris l'eau en seconde. Toulon tente de repartir de l'avant, mais manque de maîtrise. À la 48e minute, un cafouillage aurait pu coûter un essai finalement refusé. Un avertissement, mais Édimbourg appuie là où ça fait mal. Scott passe une pénalité à 54e minute. Garcia répond immédiatement pour Toulon. 21-20, le match reste indécis. Mais la pression écossaise finit par payer. L'arbitre accorde un essai de pénalité à Édimbourg, 28-20. Toulon craque. À 5 minutes du terme, Venter inscrit un nouvel essai. Scott manque la transformation, mais le score devient lourd, 33-20. Après une excellente entame, les Toulonnais ont ralenti en seconde période, multiplié les fautes et laissé filer les Écossais qui s'offrent le bonus offensif. Toulon repart d'Écosse sans points et devra vite réagir pour la suite de sa campagne européenne. Prochain match ce dimanche avec la réception de Basse au Stade Mayol. Et après 2 revers de suite et une trêve qui arrive à pic pour se remobiliser, le Nissa Rugby était de retour ce week-end sur la pelouse rennaise pour le compte de la 13e journée de National. L'objectif était clair, retrouver le chemin de la victoire et le haut du classement, Mathéo. Les premières minutes de ce match sont très équilibrées. Nice prend même les devants grâce à Owen Williams qui passe 2 pénalités et donne un léger avantage, 6-0 à la 11e minute. Mais les Niçois vont connaître un temps faible. Les Rennais en profitent, dominent et inversent la tendance avec une pénalité. Puis le premier essai de la rencontre signé de l'ailier breton Eneril Ottawa. Rennes passe devant, 10-6. Porté par un Benjamin Noble très en forme, auteur de 2 nouvelles pénalités, les Bretons creusent l'écart et semblent contrôler la rencontre.
À la 33e minute, le score est de 16-6 pour le Rennes Étudiant Club. Mais Nice ne lâche rien. Les Aigles accélèrent juste avant la pause. Septar inscrit un essai transformé à la 36e minute. Puis Tofu a franchi la ligne juste avant la sirène, essai lui aussi transformé par Williams. Un finish parfait pour les Azuriens qui rentrent au vestiaire en tête. 16-20 à la pause, Nice a renversé la situation. Et au retour des vestiaires, les visiteurs ne faiblissent pas. Jordan Tofu a inscrit son deuxième essai du match transformé par Williams, ce qui fait évoluer le score 27-16 pour les Rouges et Noirs. 10 minutes plus tard, Beaujou a inscrit un essai redonnant espoir aux locaux. Mais c'était sans compter sur Odiet qui vient tuer la rencontre avec son essai transformé à la 70e minute. Au bout du match, Sarraza inscrit lui aussi son essai, ce qui porte le résultat final à 44-21 pour les hommes de Gareth Weber. Une victoire importante qui permet aux Aigles de se relancer. Reste à confirmer cette embellie ce samedi au stade Marcel Volo à 18h face à Tarbes. Et au classement, le Nice Rugby est 6e à 5 points du leader SC Albi. Nous accueillons aujourd'hui Marie Barrieux, capitaine de l'Olympique Nice Natation en water-polo. Joueuse professionnelle mais aussi docteur en océanographie, la numéro 7 de l'équipe de Nice concilie recherche, sport professionnel et également vie associative. Alors, comment êtes-vous arrivé au water-polo et qu'est-ce qui vous a poussé à porter le maillot de l'Olympique Nice Natation jusqu'à en devenir la capitaine ? Alors j'ai commencé plutôt un peu tard, j'ai pas un profil de joueuse qui a commencé tôt, j'ai pas commencé par la natation. Mais j'ai commencé tard dans un club en Normandie avec que des garçons. Mais j'ai tout de suite adhéré au sport, le sport collectif, le fait que ça soit dans l'eau. Et en fait, j'étais assez propulsée assez vite au haut niveau jusqu'à l'équipe de France, etc. Jusqu'à arriver à Lille où j'ai en pro. Et puis après, je suis revenue à Nice, qui est mon club, on va dire, plutôt formateur, effectivement. Sachant que c'est un sport où en gros le physique quand même ça joue surtout à mon poste, on va en parler après peut-être, mais forcément étant grande c'était aussi des grosses capacités pour pouvoir jouer à haut niveau si on est un peu persévérant quoi. Justement, racontez-nous, pour les gens qui ne seraient pas très familiers avec ce sport, comment ça s'organise une équipe de water-polo, quels sont les différents postes, les règles du match, etc. Ouais, donc il faut vraiment se figurer que c'est comme du handball dans l'eau, sauf qu'on a quelqu'un au cœur de la raquette de handball qui s'appelle la pointe, donc ça, c'est mon poste. Et donc on joue à 7, enfin 6 joueurs dans l'eau plus le gardien et tout un banc de remplaçants. C'est un sport qui se découpe en 4 cartons de 8 minutes donc ça paraît court mais en fait c'est quand même assez long et ça nécessite beaucoup de changements parce que c'est très très impactant physiquement, encore plus à donc ce poste de pointe où on a un défenseur sur le dos quasiment tout le temps, donc c'est entre un peu du judo, un peu être vicieux sous l'eau parce qu'on se fait, on attrape etc. et en même temps réussir à marquer des buts en se retournant vers la cage. Donc c'est vraiment l'équivalent du pivot au hand. Ouais. Et qu'est-ce qui vous amène à ça ? Vous avez dit que vous avez commencé tard. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille ? Est-ce que c'est un sport découverte ? J'ai toujours été beaucoup dans l'eau, beaucoup fait de sport aquatique en général. Et en fait, au détour d'un voyage, j'étais pas beaucoup en France à l'époque, quand j'étais petite, j'ai rencontré un poloiste, on dit poloiste, d'Australie, et qui nous a initiés en gros avec tous les gamins dans la piscine. Et du coup, je me suis dit, j'ai phasé, quoi. Je me suis dit, ça c'est mon sport, quoi. Et j'ai jamais trop rechangé. J'aurais du mal à... J'ai 34 ans, mais j'aurais du mal à arrêter encore. Pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de choses à donner à ce sport. Donc voilà. Vous avez jonglé entre études et sport de haut niveau. Comment on gère la casquette entre étudiante et sportif professionnel ? Ouais, c'est pas évident. Ce qui a été le plus dur... Enfin, le plus dur, c'est plutôt maintenant, avec en plus un travail. À l'époque, quand j'avais ma thèse, je m'entraînais le matin. Je me levais à... En gros, 5h30, je travaillais, j'allais à l'entraînement 9h à 11h, après je retravaillais, après je retournais à l'entraînement le soir. Donc bref, c'était des grosses journées. Jonglais après avec les déplacements de congrès scientifiques et les déplacements en équipe nationale, en championnat de France, etc. Donc c'était, c'est un peu le tunnel, clairement. Et là, maintenant, avec un travail, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, je ne décide pas quand est-ce que je finis mes journées, surtout que voilà, en coordination départementale, en direction, en gros, c'est encore plus dur. Mais ce qui tient, c'est la passion, quoi. Quand on aime ce qu'on fait, ça va, on s'en sort. Mais justement, comment vous arrivez à tout faire rentrer en une journée ? Parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, comment vous faites pour tout faire ? Il n'y a que 24 heures. Alors, en fait, il y a aussi une question d'habitude. En gros, depuis que j'ai 16 ans, j'ai cet emploi du temps de se dire que en fait, tous les jours, j'ai pas le choix, quoi. Donc, j'ai une organisation qui fait que dans mon temps de travail,
c'est être hyper efficace tout le temps. Et le temps à l'entraînement, les deux se complètent, c'est-à-dire que ça permet aussi d'aérer le cerveau parfois, d'aller à l'entraînement, d'aller dans l'eau et de se vider la tête. Et je pense que j'aurais pas réussi à faire que l'un, c'est-à-dire que j'ai fait que du pro et j'ai l'impression quand même de devenir un peu bête et de compter les carreaux. Donc c'était pas pour moi, il faut que je réussisse à faire deux choses en même temps. Votre sport progresse d'année en année, mais il reste toujours moins médiatisé que le water-polo masculin. Selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au sport féminin et justement au water-polo féminin pour avoir plus de visibilité, plus d'adhérents? C'est un vaste sujet parce que je pense que tous les sports sont passés un peu par là, que ce soit le handball, que ce soit le rugby, que ce soit le football, etc. Je pense que ça va, j'espère, de mieux en mieux. Déjà, ce qui est toujours porteur, c'est avoir une vitrine. Donc les JO ont aidé un petit peu parce que c'est un sport olympique. Les femmes ont rejoint la compétition qu'en 2000, alors que c'est un sport olympique depuis 1924. Donc déjà, voilà. Il y avait 12 équipes chez les garçons jusqu'en 2016. Il y avait seulement 8 équipes en féminin. Donc en 2016, quand j'ai fait moi les TQCO des Jeux Olympiques pour Rio, on était 12e. Donc en vrai, s'il y avait eu l'égalité, on y serait déjà aux JO. Donc il y a aussi déjà à l'échelle internationale qu'il y a des inégalités. Et puis à l'échelle nationale, ce qui est lié, c'est que le sport masculin, ça reste, enfin le water-polo masculin, c'est que des pros. Donc en fait, eux, s'occupent que de ça dans leur journée. Ils ont un salaire. Nous, on fait deux choses en même temps. Donc en fait, ça fait que c'est toujours très compliqué dans notre quotidien. Ce qui manque, c'est des financements, le fait qu'il faut le médiatiser. Donc merci de me donner le micro, c'est important parce que c'est comme ça qu'en fait petit à petit ça devient quelque chose. Et que je pense qu'il y a, comme dans tous les sports féminins, quand on regarde la dualité, souvent les sports masculins sont plus impressionnants, on va dire physiquement peut-être. Et en fait les sports féminins, je trouve, sont souvent plus tactiques, plus techniques, parce qu'on a peut-être moins de force, mais en fait ça donne pas du tout le même style de jeu. Donc au water-polo on le voit beaucoup, ça on a souvent chez les garçons, bon ça se résume un peu, non mais souvent c'est un shoot de loin qui est impressionnant et qui est vraiment un shoot lointain, et ça marque. En filles, ça marche pas comme ça, il faut forcément jouer collectif parce qu'on n'a pas des shoots du milieu du terrain qui rentrent dans une cage, quoi. Donc voilà. Ok, et en plus de ça, dans cette équipe, vous avez la casquette de capitaine. Qu'est-ce que ça vous demande en plus, ce rôle-là, avec l'équipe et les joueuses ? Ouais, c'est pas évident, ça demande quand même d'être un peu exemplaire. C'est-à-dire que d'arriver en retard, ça marche pas, malgré le travail, ce que je disais tout à l'heure, de pas s'échauffer, ça marche pas, etc. Donc, et puis dans l'eau, les rôles de leader, c'est garder la tête froide. Alors ça, c'est beaucoup plus facile parce que avec la carrière un peu que j'ai maintenant, j'ai l'habitude, donc ça, c'est facile. Mais effectivement, le rôle de leader, il n'est pas évident parce qu'on influence toute une équipe, donc parfois sans s'en rendre compte. Donc il faut vraiment avoir ce recul sur soi-même, de se dire, bon, quand ça m'arrive vraiment pas souvent, si jamais je m'énerve, etc., en fait, ça va avoir un impact sur toute l'équipe. Donc il faut vraiment le doser et être conscient de ce rôle-là. Voilà. Vous parlez de votre carrière, si vous devez nous donner votre peut-être meilleur souvenir. Est-ce qu'il y en a un qui vous vient en tête tout de suite ? Alors, ou un des meilleurs. Ouais, un des meilleurs. Déjà, il y a le premier titre de championne de France quand j'arrive à Lille et que je suis quasi semi-pro. Parce que c'est le premier titre de championnat de France. Donc voilà. Et cet été, j'étais au championnat du monde master à Singapour. On a gagné la médaille d'or et donc c'était chouette, c'était une première expérience pour moi et donc c'est aussi découvrir que le sport même à très bon niveau peut se faire peut se faire plus âgé aussi au-delà de 30 ans et avec quand même une ambition forte et des super ambiances. Merci Marie. Une pause pour les poloistes niçoises. On vous retrouve dans les piscines le 1er février face à Chazeux-le-Roi. Direction les parquets avec l'actualité de la Roca Team. Three Mike James, c'est parti pour Azurément Clutch. Back-to-back réussi pour la Roca Team, 2 victoires précieuses face au rival, le Paris Basketball. Une première mardi qui permet aux Monégasques d'atteindre les quarts de finale en Coupe de France. Anthony Marquez. Et oui, la Roca Team est en forme. 3 victoires en 3 matchs, une semaine parfaite pour Monaco. Une des équipes favorites devait s'incliner mardi soir et Mac James et ses coéquipiers s'en sont chargés. Grosse performance de l'Américain pour ce premier affrontement. 32 points, 100 à 3 points, les Parisiens n'ont pas su l'arrêter. En face, Nadir Rifi n'a pas été à la hauteur. Le prince de Paris a laissé sa couronne dans la capitale. 2 fautes techniques le contraignant à ne jouer que 10 minutes de la rencontre.
Monaco a l'avantage tout le long, une très bonne performance des joueurs du Rocher qui atteignent les quarts en Coupe de France. Et Paris avait l'occasion de prendre sa revanche 2 jours plus tard. Les deux équipes sont à nouveau à Gaston Médecin, mais c'est une victoire écrasante de Monaco en Euroleague. Un duel qui avait pourtant bien commencé pour les Parisiens. Les joueurs de la capitale s'appuient sur leurs forces. Les Monégasques laissent de l'espace et Paris mène après 5 minutes de jeu, mais pas pour très longtemps. Elio Kobo à la baguette et Daniel Theis à la raquette. Les deux prennent les choses en main et redressent très vite l'équipe. Monaco mène au premier quart-temps 35-29. Début du second quart-temps, les deux équipes ferment leurs raquettes. Aucun point ne sera inscrit pendant 2 minutes. Nikola Mirotic va libérer le score. Ballon remis aux Parisiens. Nadir Ifi à l'offensive provoque une faute, mais dans sa chute, il percute Nedovic. Le Serbe est au sol, se tient la jambe car son genou a tourné. Il ne reviendra pas sur le parquet. Blessure qui l'empêche de jouer samedi à Dijon. Preuve d'un duel musclé entre les deux équipes. Pourtant, la Roca Team va mettre à mal l'équipe parisienne. Interception, défense intérieure et extérieure, Paris ne peut pas installer son jeu. Nadir Ifi va essayer de prendre les choses en main à la fin de la période, mais Monaco ne faiblit pas. Plus 12 à la mi-temps. La Roca Team écrase les Parisiens en deuxième période. Effectivement, la deuxième partie est surdominée par l'équipe de la Principauté. Paris coule à nouveau à Gaston Médecin. Les Monégasques, remplis de confiance, creusent le score avec un grand Elio Kobo. L'international français est sur un nuage et permet à Monaco d'atteindre un écart de plus 21 à la fin du troisième quart. Le match est plié, les Parisiens ne reviendront pas dans la dernière période. Les hommes de Francesco Tabellini n'ont toujours pas gagné face à Monaco et enchaînent une nouvelle défaite en Euroleague. Une situation qui n'enchaîne pas Nadir Ifi, meilleur scoreur de la compétition, déterminé à aller de l'avant. Comme c'est encore travailler dur, voir ce qu'on fait de mal et voilà, c'est tout ce qu'il y a d'important et c'est comme ça qu'on gagne et qu'on a gagné, donc voilà, on sait par où passer. La Roca Team s'offre un nouveau record, 125 points inscrits. Jamais une équipe n'avait marqué autant de points en Euroleague dans un match sans prolongation. Une victoire importante pour le MVP du match, Elio Kobo. Ça fait du bien, c'était des matchs importants. C'était un match coup près pour la Coupe de France. Et là, pour l'Euroleague, il fallait être sérieux pour protéger notre terrain. Donc bien, battre Paris 2 fois en une semaine, c'est cool et on va se concentrer sur la suite maintenant. Puis jamais 203, la Roca Team se déplaçait samedi à Dijon, une victoire facile avant de recevoir le Fenerbahçe vendredi pour un remake de la finale 2025. Monaco est désormais leader de Betclic Elite et deuxième d'Euroleague. Le Nice Volley trouve enfin la clé à domicile. Monster block, monster block, monster block. Samedi soir, les Niçois ont enflammé la salle Palmera, ils ont su tenir le navire face à Ajaccio. Le Nice Volleyball a vaincu à domicile le GFC à Volleyball 3-0. Cette victoire relance l'équipe vers la bonne voie avant leur déplacement à Poitiers. Inès Hollander. Entre doute et incertitude, les Niçois ont su faire face à un électrochoc et la machine est repartie. Après 2 matchs blancs, les Eagles s'imposent 3-0. Après 2 défaites consécutives, ils reprennent confiance. Ils remontent à la 9e place grâce à cette victoire à domicile. Le Polonais David Dulski et l'Israélien Shai Lieberman font la paire. Le nom de Dulski résonne dans la salle comme le héros du match. Le début de la rencontre permet aux Niçois d'imposer leur rythme. Entre les 5 services irrattrapables et les blocs solides, les Ajacciens s'affolent. Le coach du Gazélec essaie de casser le rythme en demandant 2 temps morts en vain. 25-16 pour les Niçois, ce premier set leur permet de prendre l'avantage, 1-7-0. Et de leur côté, les Gaziers perdent confiance. La défense cède et les attaques peinent à passer de l'autre côté du filet. De nouveau, les attaquants s'illustrent et les Niçois s'imposent 25-17, 2-7-0 pour Nice. Pour finir en beauté, ils prennent le large et frappent fort. Malgré les difficultés rencontrées, les Corses s'accrochent. On ressent de la fatigue du côté des Eagles, cela se traduit dans le score. Les Corses reviennent à 15-15. Le jeu est placé, il est saccadé, moins technique, il y a plus de déchets. Le 3e set se finit sur un beau 25-18 pour les Eagles. Brice Donat est satisfait de la rencontre, mais souligne ce 3e acte moins bien que les autres. Il y a eu énormément de très bonnes choses, individuellement et collectivement. Maintenant, je vais faire la fine bouche parce que dans le 3e set, je trouve qu'on sort un petit peu du match. On manque de précision, on a commencé à flotter, donc il faut qu'on fasse très attention parce que plusieurs fois cette année, on menait 2-0 ou alors on était devant et plusieurs fois, on s'est fait remonter justement par ces maladresses, on va dire cette perte de concentration. Aujourd'hui, c'est passé, mais à mon avis, face à un adversaire un peu plus redoutable, ça aurait pu nous jouer des tours. Donc en fait, il faut absolument qu'on continue à travailler et à étudier les quelques erreurs qui auraient pu nous coûter cher.
Shea Lieberman, MVP du match, et sur tous les fronts, il inscrit 19 points grâce à ses nombreuses actions, 19 services dont 3 aces, 18 réceptions et 23 attaques. On écoute ses réactions après la rencontre. Je suis vraiment heureux pour l'équipe. Enfin une victoire à domicile. On attendait ça depuis un moment. Je pense que la Ligue est très forte. À chaque match, nous pouvons gagner ou perdre, mais nous devons travailler pour répondre présent à chaque match. Parce que si nous jouons comme ce soir, les bonnes choses vont venir. Si nous continuons de travailler dur, les bonnes choses vont venir. Le joueur souligne l'importance du collectif pour atteindre leur objectif de saison. Et j'aime tout le monde, je passe des moments super avec tout le monde et ça m'aide. Avec l'équipe, tu te sens libre de jouer, c'est la meilleure des sensations. Les Eagles sont repartis sur de bonnes bases. La prochaine rencontre de la 11e journée de la Marmara Spike League se tiendra à Poitiers. Ce dimanche à Abu Dhabi, la plus longue saison de l'histoire de la Formule 1 s'est achevée. Et pour le pilote monégasque Charles Leclerc, 5e au classement, la lassitude s'est ressentie au fur et à mesure des week-ends. Louis Asselin. Pourtant, cette saison, Ferrari s'affiche avec une nouvelle voiture, la SF25, un nouveau pilote, septuple champion du monde dans la personne de Lewis Hamilton, mais surtout poussé par d'intenses espoirs avec la 2e place au classement constructeur la saison dernière. La confiance était donc de mise à Maranello, mais la saison 2025 de Charles Leclerc a été un nouveau chemin de croix. Le pilote de la Scuderia Ferrari affichait pourtant de grosses ambitions avec la volonté de remporter le championnat constructeur qui leur échappe depuis 2008. Malgré la déception inaugurale du GP d'Australie, le pilote de la Principauté dégageait beaucoup de sérénité. Il disait « Je suis sûr que cette voiture a du potentiel, mais aujourd'hui nous étions hors de la fenêtre et cela s'est senti et vu. » Et pourtant, les ambitions ne se sont pas arrêtées après l'Australie. En effet, après les mots de début de saison, Charles Leclerc a remonté la tête en enchaînant plusieurs bons résultats avec son premier podium à Jeddah, puis en enchaînant dans ses rues à Monaco, 2e, et une 3e place en Espagne et en Autriche. Des résultats bien loin des ambitions affichées en début de saison et qui vont s'aggraver avec l'arrêt des développements majeurs sur la voiture. En cette dernière année, avant la nouvelle réglementation, l'écurie Transalpine a déjà préféré se tourner vers la saison prochaine. Charles Leclerc a subi donc la déconvenue de toute une équipe puisque Lewis Hamilton est lui encore plus en difficulté et le discours de Charles Leclerc, il a beaucoup évolué. Oui, le monégasque est reconnu pour sa franchise, notamment d'après-course. Son état d'esprit a donc rapidement évolué, d'optimiste à agacement, puis à l'image de ses propos après le dernier GP de la saison, complètement lassé par la situation. Je n'ai pas de regrets, j'ai tout donné et je suis très content de ma course, mais on n'avait pas la performance. Des propos qui paraissent complètement contraires aux objectifs de début de saison en se contentant de cette 4e place sur le GP d'Abu Dhabi. Départ donc pour un nouvel acte avec sa 8e saison de Formule 1 et une impression de nouvelles séances thérapeutiques. Oui, Charles Leclerc a une nouvelle fois vu son rêve d'être champion du monde avec Ferrari s'échapper. Pourtant, il se montre déjà très optimiste pour la saison prochaine. Une impression donc d'une histoire sans fin pour un monégasque qui rêve de prendre la couronne. Il est temps de passer au quiz du chef. Je rappelle tous les chroniqueurs autour des micros. Va falloir partager parce qu'on n'a que 4 micros. Et pour aujourd'hui, on change un petit peu le format. On va faire le premier à 3 bonnes réponses qui gagne le quiz. Donc j'ai plusieurs questions. Bon, là, comptez vos points. Ne mentez pas. Parce que Joseph en régie va compter vos points parce que sinon je ne vais pas suivre. C'est au plus rapide. Donc le premier qui lance la réponse aura juste. On commence par des questions foot sur l'OGC Nice d'abord. À quand remonte la dernière victoire de Nice en Europe ? C'était en 2023, je dirais mars 2023. C'était 8e de finale en Conference League, je crois. Pour l'instant, c'est très bien. Si tu arrives à me donner le score et l'équipe, ce serait génial. Mais pour l'instant... Le score, c'était... Il y avait 3 buts de Nice. C'est ça. Et après c'était en mars et l'équipe c'est Sheriff Tiraspol. Il a tout, je sais pas mais il est trop fort. Voilà, c'était effectivement le 16 mars 2023, victoire 3-1 face à Sheriff Tiraspol en Ligue Conférence. Tu gagnes ton premier point. Question plus difficile sur Nice. Qui avait marqué le 2e but du gym dans ce match ? Un joueur qui fait l'actu en ce moment. Écoutez, on peut pas y passer une demi-heure. On se fait crier dessus par la régie. Qui l'a dit en premier ? Battez-vous entre Mathéo et... C'est un mec généreux. Bah, t'es corse, c'est pour ça. Allez, question sur l'ASM. Qui est le meilleur buteur de l'ASM en Ligue des Champions cette saison ? Avec combien de buts ? Le Goun. À combien de buts ? En championnat. En Ligue des Champions. Allez, ouais. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein.
2 buts. Et c'est Balogun, bravo. C'est ballot. tu prends ton demi-point. On va tous avoir des points au final. Quel était le score de la dernière confrontation entre les deux équipes, donc Monaco et Galatasaray? Pardon si je le dis mal. Excusez-moi. Pour rappel, le match c'était en 2000. Bon alors là, on va faire les enchères. Hein. 2-0. À Monaco. Ça, c'est sur Joseph. Joseph, c'était à Monaco le match Oui, c'était à Monaco. 3 à Monaco. Faites tous vos bêtes. 3-1. 1-1. 2-0 pour Monaco. 3-1. Attends, t'as dit comme lui, faut que tu changes. 4-1. Bon bah c'est toi la plus proche. Aïe C'est toi aïe qui as gagné. aïe. C'est 4-2, tu m'as écrit 4-2 sur mon... Tu prends le point, t'es la plus proche. Voilà. Allez, on passe aux questions rugby. Comment s'appelle le président du club du Nissa Rugby? On n'est pas les bons élèves. Personne n'a été voir le match du Nissa Rugby et Si, c'est- on si, y tu l'as était, fait, mais tout on l'a pas noté. à fait. Est-ce qu'on a une aide du public qui connaît Une le petite nom aide. du président du club de rugby? Antoine Dupont. Anthony. Ah, c'est une Antoine Dupont dans le public. Bon, écoutez, c'était Jean-Baptiste Aldiger. Pour votre culture, vous le saurez. Et alors, question plus difficile, va falloir y aller au Oula. bête. Ça, c'était la facile. Combien de points a inscrit le Nissa Rugby au total en national cette saison? On va faire aux enchères parce que je pense que, à moins que Oula, quelqu'un ait la oula. réponse comme ça. Louis est en train commence de dans l'autre compter. sens. Allez, on commence par toi, vas-y. T'as dit 13, il faut que tu revoies tes Non, pronoms. mais là, Bah oui. Ah, là, non. non, 220. 220, 352. ok, 250. ok. 340. Je change. T'as triché, j'ai vu. Mais non, j'ai pas triché. 328. 182. 287. Écoute, tu es bonne pour les Bon bah questions. voilà. Parce que du coup, tu as triché, désolé. triché. Le point est pour Inès. On C'est vient de faux. tricher, on dit sur l'écorce, après on les démonte. Voilà, exactement. Allez, on passe au basket. Quel est le bilan de Monaco en Euroleague cette saison au nombre de victoires et de défaites? 9 victoires et 5 défaites. 4 défaites. T'es sûr de ta réponse? 9 victoires, 4 défaites. Bon, de toute façon, tu vas prendre le point puisque t'es le premier à répondre. C'est 9 victoires, 5 défaites. Ah, j'avais dit bon, la première, c'est la première qui compte. C'est la Faut première qui faire compte. confiance à ses premières impressions. Est-ce que quelqu'un sait en quelle année la SM a intégré la compétition européenne? Basket. On n'est plus sur le foot. 2012. Non, c'est plus récent. Allez, elle est pour toi. 2021. C'est Wow. ton point. Sans forcer, sans tricher. C'est ça, c'est le 100 pour une fois. Sans tricher. Sans tricher. Sans tricher. On parle hockey sur glace, j'espère que vous avez révisé. Qui est le meilleur buteur des Aigles cette saison? C'est celui qui a le casque oui. doré. On l'a vu en plus, on l'a tous vu. Non. C'est pas le numéro, c'est le prénom. Ah, le prénom. Si t'arrives à me donner le numéro, c'est très fort, mais c'est pas le 33, ça c'est Max Verstappen et ça n'a rien à voir. J'ai confondu. Autant pour moi. Personne n'a un nom à donner dans l'équipe. Non. Dans le public. C'est Thomas Chastan qui l'a dans le public, c'est Jesper Larinma. Et une petite question un peu plus détendue, j'espère que vous vous souvenez du match, que vous y étiez. Quelle est la personne de l'école à avoir gagné le Date Challenge lors de la réception d'Amiens par les Aigles de Nice dimanche 30 novembre? C'est Jean-François. C'est Jean-François. Voilà. Je sais pas à combien de pointés, mais t'as l'air de te rapprocher de la victoire. On était à 3. Il y a 3. Bon allez, c'est toi le premier, essayez de vous départager, il reste encore quelques questions. On parle volley, est-ce que vous saurez me dire qui sera le prochain adversaire à domicile du Nice Volley? Va falloir demander au public encore. C'est Montpellier. Bien joué. Question plus compliquée, bon là à mon avis il va falloir faire un bet à l'aveugle. Quel est le pourcentage d'attaque réussi par chez Lieberman face au Gazélec Ajaccio samedi? Le pourcentage d'attaque réussi. 56%. Bravo. Vous l'avez pas? Bah si c'est 56. C'est 57, mais du coup, tu es deuxième parce que c'est ton troisième point si je sais compter. Elle est forte au... Eh oui. Allez, question Formule 1, Louis va falloir se rattraper. Hein. C'est Qui pour toi, était le celle-là. coéquipier de Charles Leclerc lors de son arrivée chez Ferrari en 2019? Louis, c'est ton poulain. Arrêtez de souffler, je vous entends. Ah si, je sais. Il y a Pierre Gasly dans le public qui... C'était Vettel, non? Ouais, c'était Vettel, Ouais. deuxième point pour Ulysse. À quelle position au classement pilote a terminé Charles Leclerc lors de sa première saison de Formule 1? 12ème. C'est ton dernier mot?
Bah non, du coup. Mais... Non, sa première saison. T'es en train de lui donner les réponses? Bah j'ai gagné donc on aide le voisin. T'as pas d'idée? 8ème. Non, c'était 13ème, c'était toi le plus proche. Et il était chez quelle écurie? Si, Alfa Romeo. Non, c'est ça? C'est l'ancienne. C'est l'ancien Sauber, tout ça, ouais. qui a changé 15 fois de nom. Donc bon, en gros... Au fil des sponsors. En gros, on est à peu près à ça. On avait une petite question. Ah, j'avais une question, pardon. Bah, j'ai Alors, peut-être pas la réponse, allez-y. Pour conclure, voilà, on a une petite question pour toi. Quelle snowboardeuse originaire d'Isola Ah bah alors 2000 là. a remporté la médaille d'argent au JO de Pyeongchang en 2018? Bon, alors là, je suis désolée, je peux vous spoiler, je n'ai pas la réponse. Bah je laisse Louis dire la réponse parce qu'il est... C'est Julia Pereira de Souza Mabilo. Je n'aurais jamais trouvé. Jamais. C'était la question facile. Ah, il y avait une question difficile? Non, il n'y avait pas de question. La question difficile, ça va être celle qu'il a remportée en 1992. Rien comprendre. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Marie Barbieux, capitaine de l'ONN Waterpolo, d'avoir échangé avec nous. Merci à mes chroniqueurs Master 1 très avisés ce soir. Et à Joseph Jaricot et Jeff Balduzzi en régie. Bonne soirée à vous et rendez-vous dès mardi prochain pour le 10e épisode.